Bonjour à tous, bienvenue au cours de SVT de Monsieur Cascas du collège Gabriel Avez à Creil, cours de la semaine du 8 au 15 juin 2020. Alors, nous abordons la dernière partie de la thématique sur la génétique, peut-être la plus complexe, certainement, vous allez vous en rendre compte, mais en même temps la plus intéressante. D'abord, on va essayer de comprendre en fait des phénomènes, avant de rentrer dans les termes techniques, des phénomènes autour de la diversité génétique, et puis ce qu'on appelle aussi donc après la biodiversité. Mais plutôt que de rentrer donc directement dans ces détails techniques, je vais partir de quelque chose d'assez simple, si mon logiciel va bien répondre. Alors, partons du rappel de niveau 4e. Donc en 4e, voici le schéma, vous avez tous appris qu'il y a un phénomène de fécondation qui consiste en la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. L'ovule étant la cellule reproductrice femelle et le spermatozoïde la cellule reproductrice mâle. Pour aller plus vite, parfois on parlera de gamètes. On a appris cette année donc que la cellule œuf, qui est issue de cette fécondation, contient 46 chromosomes dans l'espèce humaine. On a aussi appris qu'ensuite se déroule un ensemble de phénomènes, enfin de divisions cellulaires qu'on appelle ici la mitose, et que chaque mitose est une reproduction conforme dans le sens où, regardez, à partir d'une cellule mère, on aboutit à deux cellules filles identiques entre elles. Comme on le voit ici, chacune contient 46 chromosomes, chacune de ces deux cellules filles est identique à la cellule mère. Ça c'est en termes de karyotype, mais aussi en termes d'information génétique. Dans le cas du développement humain, à partir du moment où la cellule œuf a fait sa première mitose et qu'il y a deux cellules issues de cette division, on parle maintenant d'embryon. Puis les mitoses vont se succéder pour aboutir au bout de 3 mois à un fœtus et encore d'autres mitoses pour jusqu'à obtenir donc un nouveau-né et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, même à l'âge adulte, nous continuons à faire des mitoses pour renouveler nos cellules. Alors la problématique d'aujourd'hui, c'est si, je vais faire un raisonnement par l'absurde, si les cellules reproductrices ovules et spermatozoïdes qui se sont fécondées possédaient 46 chromosomes chacune, eh bien la cellule œuf devrait contenir 92 pardon. Donc ça veut dire que mathématiquement, si on avait 46 et 46, on devrait avoir 92, ce qui n'est pas le cas. Donc la seule explication mathématique, ce que vous propose ce logiciel, c'est de proposer 23. Ok. Donc, à vérifier. Ça voudrait dire que les cellules reproductrices devraient donc contenir 23 chromosomes chacune, ce qui est assez étonnant, à valider. Pour vérifier cette hypothèse, il suffit de faire des karyotypes. Donc, je vous rappelle, un karyotype de cellules somatiques, c'est-à-dire de n'importe où dans le corps, on voit bien 46 chromosomes chez nous les humains, donc 23 paires. Par contre, si on prend une cellule germinale, donc un spermatozoïde, voilà la surprise. Attendez, je vais déplacer ça, voilà. Eh bien, on découvre, si vous comptez, qu'il n'y a que 23 chromosomes. Regardez, un exemplaire, ok, de chaque paire. Je reviens, regardez là, par exemple, pour la paire de chromosomes numéro 1, dans une cellule de la peau, là, pour un spermatozoïde, regardez, il y a un seul chromosome 1, un seul chromosome 2, et ainsi de suite. On fait la même chose, karyotype d'ovule, et on retrouve aussi 23 chromosomes au total. Donc ça veut dire que notre hypothèse est bien validée. Ok. Ça veut donc dire que les cellules reproductrices vont contenir 2 fois moins de chromosomes que les cellules du reste du corps. Ça signifie donc que dans les ovaires où les ovules ont été fabriqués, il doit exister une division particulière qui, au lieu de faire comme la mitose, c'est-à-dire de conserver le karyotype et le nombre de chromosomes dans les cellules filles, eh bien là, non. Justement, puisqu'on va aller vers une réduction du nombre de chromosomes. De 46, on va passer à 23. La même chose au niveau d'une cellule testiculaire, à l'origine donc d'un spermatozoïde. Il doit y avoir donc une division particulière qui va réduire le nombre de chromosomes de 46 à 23. Et cette division particulière, qui ne se fait que dans les gonades, donc les ovaires et les testicules, cette division particulière porte le nom de méiose.
C'est ce que je vous ai mis dans notre cours, ici, à la première partie. Donc, dans la trace écrite, vous trouverez donc le titre, la méiose. Donc, c'est cette division que je viens de vous décrire. Vous pourrez noter donc sa définition et ce à quoi elle aboutit. Donc, fabriquer 2 fois moins de chromosomes que dans une cellule mère. Chez nous, les humains, donc 23. Alors, comment cette méiose est-elle possible? On va parler des allèles par la suite. Donc, dans le point B, vous retrouvez aussi la particularité de cette méiose. Alors, ce qu'il y a donc de particulier, c'est que la méiose, à la différence donc de la mitose, est composée donc de 2 divisions cellulaires. Si on prend ici une cellule mère avec 4 chromosomes, eh bien regardez, à la fin, les gamètes contiendront chacun 2. Donc c'est toujours 2 fois moins de chromosomes que la cellule mère. Et pourquoi c'est possible? C'est parce que lors de cette première division, vous voyez que les chromosomes, les paires de chromosomes, qu'on appelle les chromosomes homologues, se séparent. Regardez ici la première paire, la paire de grands chromosomes. Il y a un rouge et un bleu. Bah regardez, ils se sont séparés. Le rouge en haut, le bleu en bas. Vous faites le même raisonnement avec la paire de petits chromosomes. Regardez, le petit chromosome rouge vers le haut et les petits chromosomes bleus vers le bas. Ce qui veut donc dire qu'au final, on a donc 2 fois moins de chromosomes dans les cellules reproductrices, mais surtout, il faut qu'il y ait un exemplaire de chaque paire. Ça, c'est très important. On ne pouvait pas mettre, par exemple, 2 grands chromosomes. Sinon, c'est une anomalie. Il fallait un grand chromosome, donc un exemplaire de la paire, de la grande paire, et un petit chromosome, un exemplaire de la grande paire. Ok? Ça, c'est pour donc cette fameuse division qu'on appelle la méiose. Maintenant, cette division, elle a une autre particularité en termes de répartition des allèles. On va prendre ici un exemple, donc avec un couple, Monsieur et Madame Miro. Donc ici, on vous a choisi, donc 2 paires de chromosomes. Et voici la paire de chromosomes numéro 9 et la 23e paire de chromosomes sexuels. Donc c'est Monsieur, il est XY, vous vous rappelez, Madame est XX. Pour la paire de chromosomes 9, on l'avait déjà appris, c'est celle qui porte le gène qui contrôle le groupe sanguin. Donc on voit que Monsieur Miro porte les allèles A et O. Et si vous vous rappelez, A est dominant. Donc en termes de phénotype, Monsieur Miro est du groupe A, et en termes de génotype, c'est-à-dire les combinaisons d'allèles qu'il porte, il est AO. Son épouse, vous voyez, elle porte en termes de génotype A et B, mais comme ces 2 allèles sont dominants, sont codominants même, son phénotype est qu'elle est de groupe sanguin AB, et elle est une femme. Maintenant, si vous réalisez une méiose à partir donc des cellules de chacun de ses parents, on commence avec Madame. Si pour ce qui est des chromosomes sexuels X, il n'y a aucun problème, puisque lors de la méiose, il faut un chromosome X, et comme il y en a 2, donc on va retrouver à chaque fois un X. Donc là, il n'y a pas de problème particulier. Le problème va se poser pour la paire de chromosomes 9, puisque regardez, on n'a pas les mêmes allèles, sur chacun de ces chromosomes. Ça signifie qu'au moment donc de la répartition et de cette division de la méiose, eh bien, un premier gamète, une première cellule reproductrice, on dira gamète pour aller plus vite, premier gamète femelle peut porter, vous voyez, ce chromosome marron, portant l'allèle B, et il peut donc s'associer, comme ça, donc avec le chromosome X rose. Mais dans l'autre gamète, on trouvera le grand chromosome 9, gris, portant cette fois l'allèle A. La méiose continue, et on a encore d'autres combinaisons. Ça signifie que au final, sur les 4 ovules qui sont fabriqués lors de cette méiose, eh bien vous voyez que juste en termes d'allèles relatifs au groupe sanguin, eh bien, il y a un ovule porteur de l'allèle B et un autre ovule porteur de l'allèle A. Donc en termes de fécondation, on va le voir, ça va être très intéressant et pour découvrir la notion ici de brassage, de mélange de l'information génétique. Alors regardez, on fait la même chose avec le mari, donc Monsieur Miro. Alors lui c'est un peu plus complexe puisqu'en termes de chromosomes sexuels il est XY. Donc ça veut dire que ces gamètes mâles, les spermatozoïdes,
Certains porteront un chromosome sexuel, donc dans ce cas-là le Y, et un autre le X, ce qu'on retrouve de l'autre côté. Et puis pareil, comme il n'a pas les mêmes allèles sur son chromosome 9, eh bien vous voyez, un spermatozoïde pourra contenir l'allèle O, et l'autre spermatozoïde pourra contenir l'allèle A. Au final, on se retrouve ici avec 4 combinaisons. Et regardez, les 4 gamètes ne portent pas les mêmes combinaisons alléliques, c'est-à-dire ne portent pas les mêmes génotypes. Regardez le spermatozoïde numéro 1 à gauche, il est de génotype OY. À sa droite, c'est un spermatozoïde de génotype AX. Et regardez, le troisième, génotype OX, et le dernier, le génotype AY. Ça veut donc dire que lors de la fécondation, en fonction du spermatozoïde qui sera impliqué dans la fécondation, dans la rencontre de l'ovule, eh bien, on va se retrouver avec un enfant qui ne portera pas le même génotype, vous voyez, que s'ils avaient eu, par exemple, un ou plusieurs enfants précédemment. Et c'est ce phénomène-là, donc de brassage de l'information génétique, donc de brassage des allèles, qui est à l'origine d'une diversité des combinaisons d'allèles que peuvent porter les gamètes. Et c'est ce qui fait que dans une même famille, on peut être 2 enfants, 3, 4, 5, 6 ou plus. Eh bien, si vous regardez, les enfants peuvent se ressembler, mais ne sont pas identiques. On peut se retrouver comme ici, donc on va le voir, avec des enfants du groupe B, du groupe O, du groupe A, parce que les ovules et les spermatozoïdes qui ont été fécondés ne portent pas les mêmes génotypes. Donc ça va nous permettre ainsi d'aborder la notion de fécondation, qui est une deuxième cause de brassage de cette information génétique, due à la rencontre en fait complètement aléatoire des gamètes. Alors si je vous le remonte dans ce schéma, on travaille donc sur une cellule mère à 4 chromosomes, pour faire simple, pour pas dessiner les 46, P pour père, M pour mère. Ensuite, vous réalisez une méiose, donc qui permet de réduire le nombre de chromosomes par 2, donc 4, on passe à 2, là, vous connaissez le spermatozoïde avec son flagelle. On a bien 2 chromosomes. La méiose se déroule aussi chez la mère, on passe de 4 à 2, et lors de la fécondation, eh bien, les 2 chromosomes paternels vont s'associer aux 2 chromosomes maternels, et c'est pour ça que dans la cellule œuf, on retrouve les 4 chromosomes caractéristiques de l'espèce. Donc c'est pour ça qu'il y a une stabilité déjà du karyotype grâce à la fécondation, pour revenir au nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. Et puis surtout, la découverte pour nous aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'en réalité, s'il y a 4 chromosomes dans cette espèce, c'est parce qu'en réalité, il y en a 2 d'origine paternelle et 2 d'origine maternelle. Vous voyez, le bleu et le vert, qui viennent du père, le orange et le rouge, qui viennent de la mère. Donc pourquoi, là vous venez de découvrir, pourquoi en fait nos karyotypes sont avec des chromosomes en double exemplaire, tout s'explique, c'est parce que pour chacune des paires qui composent nos chromosomes, eh bien vous avez un chromosome d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Donc en réalité, si nous, humains, nous sommes à 46 chromosomes, c'est parce que nous sommes faits de 23 chromosomes d'origine paternelle, combinés, associés à 23 chromosomes d'origine maternelle. Nous sommes à 50 génétiquement, la parité respectée en termes de génétique. Il y a 23 chromosomes qui viennent du père, 23 chromosomes qui viennent de la mère. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que un enfant va présenter des caractères phénotypiques en termes de phénotype qui fera qu'il ressemblera plus à son père ou à sa mère? Ça, c'est la problématique des allèles dominants et des allèles récessifs qu'on avait abordé la semaine dernière. Alors, je vais vous le montrer au travers, c'est la partie la plus intéressante, maintenant que vous maîtrisez toutes ces notions. Donc, dans les liens du cours, je vous mettrai cette animation qui vous montre les étapes de la méiose. C'est du lycée, je vous rassure, mais c'est juste pour vous montrer la différence avec la mitose. C'est lorsque, après la phase ici, donc de réplication, et que les chromosomes sont bien visibles et ils sont à 2 filaments, vous voyez, c'est que les chromosomes, au lieu de s'aligner le long de l'équateur, comme dans une mitose, les chromosomes se disposent plutôt les chromosomes homologues, donc de chaque paire,
se disposent de part et d'autre de ce plan équatorial, et c'est ce qui explique que maintenant la division sera de type réductionnel, c'est-à-dire que le nombre de chromosomes sera réduit et divisé par 2 au final. Donc voici les particularités de cette méiose. J'en dirai pas plus, le reste c'est plutôt du niveau terminal. Donc je vous disais la partie intéressante. Je vais aller doucement. Prenons une pathologie du type mucoviscidose, une maladie qui fait que des gens fabriquent tellement de muqueuse dans leur voie respiratoire qu'ils ont du mal à respirer, ils peuvent en mourir. On a ici une personne saine. Quand on regarde, c'est au niveau du chromosome 7. On a découvert donc le gène qui contrôle cette fabrication de mucus. Donc il existe plusieurs cas de figure dans l'espèce humaine. Vous pouvez être comme on l'a vu avec l'exemple des groupes sanguins, NN, ok. Donc là vous avez le phénotype. Donc en génotype NN, vous êtes une personne saine, pas malade. Par contre, si vous êtes, on dit hétérozygote, c'est-à-dire avec grand N, petit m, bah, vous êtes quand même une personne saine. De là, on en déduit que l'allèle normal est dominant et l'allèle malade est récessif, ok. Puisque malgré que l'allèle malade est présent au niveau du gène, il ne s'exprime pas. Donc ça signifie que pour qu'une personne soit malade et atteinte de mucoviscidose, vous en doutez, voilà, il faut qu'elle présente les 2 allèles récessifs, malade-malade. Donc à partir de cette découverte, eh bien en médecine, on peut étudier ici des études de famille. Et par exemple, vous avez, les cercles désignent les femmes, les carrés désignent les hommes. Là, vous avez les enfants. Par exemple, le couple Odile-Claude a eu 3 enfants. Ok, Claude, Jean-Paul et Marie. Et on voit que Jean-Paul est malade, puisque le rouge, on l'a vu tout à l'heure, désigne le phénotype malade. Donc le but de cet exercice, vous voyez, c'est de retrouver donc les génotypes de chaque individu. Je ne vais pas tous les faire, je vous montre juste le début, vous le ferez tout seul. Donc on vient de découvrir que le phénotype malade ne s'exprime que si on a les 2 allèles récessifs malade-malade. Mais de là, vous devez remonter pour découvrir les génotypes des parents. Et on vient d'apprendre, grâce au phénomène de méiose et fécondation, que si Jean-Paul a reçu 2 chromosomes portant les allèles malades, c'est qu'obligatoirement il a reçu un chromosome de sa maman. Ok, puisqu'on a dit que chaque paire de chromosomes est en fait pour l'une issue du père et l'autre chromosome issu de la mère. Donc ça signifie que Odile a dû donner un chromosome avec l'allèle malade, et de même son papa Claude a dû lui donner le chromosome portant l'allèle malade. Sauf que regardez, en termes de phénotype, Odile et Claude sont sains. Donc s'ils sont sains, c'est qu'ils ont obligatoirement un chromosome portant l'allèle normal, puisqu'on a découvert précédemment que l'allèle malade est récessif et l'allèle normal est dominant. Ok? Donc, je ne vais pas faire tout l'exercice, mais à la fin, le logiciel va vous corriger. Si vous cliquez sur valider, vous voyez, sur les 3 génotypes que j'ai proposés, j'ai bon, vous pouvez continuer à faire les autres. Ensuite, ça c'était pour la partie simple quand on étudie un seul caractère. Si je complique un peu les choses, on va travailler sur 2 caractères, le système ABO du groupe sanguin et le système Rhesus, plus ou moins. Si vous avez déjà fait votre carte de groupe sanguin, vous savez à quoi ça correspond. Alors, nous on sait que, pareil, on révise, on a appris que pour ce qui est des groupes sanguins, regardez, je vais cliquer, si vous êtes au niveau du chromosome 9, porteur homozygote, donc des allèles AA, donc vous êtes du groupe A, normal. Par contre, si vous êtes AB, les 2 allèles sont dominants. Donc dans le phénotype, on retrouve exactement ce qu'il y a dans le génotype. Par contre, si vous êtes hétérozygote et porteur des allèles A et O sur vos chromosomes, bien on voit que seul le phénotype A s'exprime, parce que l'allèle O est récessif et l'allèle A est dominant. Pour ce qui est du Rhesus, on voit que quand vous êtes plus au niveau de votre génotype, vous êtes plus au niveau du phénotype, pas de problème. Maintenant, on va découvrir la dominance. On voit que lorsque vous êtes plus-moins en génotype, en phénotype, vous êtes plus. Vous en déduisez que l'allèle plus est dominant et l'allèle moins est récessif. Donc ça signifie qu'une personne de Rhesus négatif, c'est quelqu'un qui en termes de génotype est moins.
Ok. Donc vous avez ensuite donc un petit exercice pour vous entraîner, pareil avec des arbres généalogiques. Donc bon, je vais faire que le début. Vous avez Sarah, la maman, Arnaud, l'époux, le papa, et on a 3 enfants, Gaël, Anaïs et Elodie. On va prendre, moi je vais prendre l'enfant qui m'intéresse le plus. En général, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui porte les allèles récessifs, Gaël. Donc si Gaël est O déjà, on s'occupe du caractère groupe sanguin, on verra le caractère Rhésus par la suite. Si Gaël est O, et on sait que nous l'allèle O est récessif, c'est qu'en termes de génotype, elle est obligatoirement OO. Pour ce qui est du Rhésus, on a découvert précédemment que Rhésus- est négatif, est récessif. Donc, le seul génotype que je peux proposer pour Gaël, c'est qu'elle soit OO-. On a appris aussi que lors de la fécondation, eh bien, chaque chromosome qui se retrouve ici au sein d'une paire, l'un est d'origine maternelle, l'autre d'origine paternelle. Donc ça signifie que si Gaël a reçu 2 chromosomes porteurs des allèles O, l'un d'entre eux vient de sa mère et le deuxième de son père. On raisonne de la même manière avec Rhésus, elle a reçu un Rhésus négatif du père, Rhésus négatif de sa mère. Ok. Sauf que maintenant, on voit que la maman, elle est du groupe A. Et moi, je viens de dire qu'obligatoirement, elle a l'allèle O puisqu'elle l'a donné à Gaël. J'en déduis donc que Sarah est de génotype AO. Pour ce qui est du groupe Rhésus, je vois qu'elle est positive. Et on a déduit précédemment qu'elle est porteuse du groupe Rhésus-. Mais comme elle est de phénotype plus, et que plus est dominant, ça veut donc dire qu'en termes de génotype, elle est Rhésus+, Rhésus-. Pour ce qui est d'Arnaud, il a donné à Gaël l'allèle O, et lui-même il est de phénotype O. J'en déduis qu'il est de génotype OO, puisqu'on a vu que O est récessif. Et on ne peut avoir de phénotype O qu'en présence des 2 allèles O. Ensuite, en termes de Rhésus, Arnaud est de Rhésus- en phénotype, et comme le Rhésus- est récessif, obligatoirement, Arnaud est de génotype Rhésus négatif. On clique sur valider, et on voit que j'ai tout bon. Vous pouvez continuer aussi à vous entraîner pour le deuxième couple et les autres croisements. Vous voyez donc, c'est quand on a compris le principe de la méiose et de la fécondation, on arrive à comprendre ainsi la diversité en fait qui peut régner au sein d'une espèce. Hein, c'est-à-dire qu'a priori, on voit par exemple Sophie qui est du groupe AB-, et Raoul son époux A+, mais pourtant ils ont un fils, Clément, qui est B+. Ok. Donc on pourrait se dire, mais Clément n'est pas le fils de ce couple. Mais si, parce que méiose et fécondation sont à l'origine d'une telle diversité que ça explique justement toute la diversité de la nature qui est autour de nous. Alors, c'est pour cela qu'on arrive à la dernière partie, donc on parle donc de biodiversité. Je vais revenir donc dans le cours. Voilà. Alors, nous on vient de voir la biodiversité à l'échelle des allèles. Donc il y aura 3 échelles au total. Donc à l'échelle des allèles, je vous la montre ici. Donc dans l'exemple ici de cette espèce d'escargot, donc il y aura dans la même espèce 3 individus différents. Vous voyez ici en termes de phénotype, de couleur de coquille. Ça aurait pu être phénotype taille, couleur du corps. Voilà, on a choisi ici le caractère couleur de la coquille. Donc rouge, jaune, orange. Donc c'est la même espèce, mais le fait qu'il y ait donc des allèles différents au sein d'une même espèce explique cette diversité génétique. On a ça chez nous les humains avec la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, etc. Mais on appartient tous à la même espèce. Et tous ces allèles différents ont pour origine les mutations de l'ADN. Ensuite, deuxième échelle, c'est la diversité des espèces. Ok. Donc là, on a vu l'espèce escargot, mais il y en a des milliers sur notre planète. On a l'espèce fourmi, dans le monde végétal, le chêne, la fougère, et ainsi de suite. Il y a une telle biodiversité donc des espèces. Vous avez dû apprendre en 6e que ces espèces, la frontière entre 2 espèces, pour faire simple, c'est surtout une différence morphologique
et une différence d'interfécondité, c'est-à-dire que ces deux animaux ne pourraient pas se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Et troisième niveau de la biodiversité, c'est la diversité des écosystèmes. Donc ces lieux où vivent des animaux, des végétaux, dans des conditions physico-chimiques bien précises. L'écosystème de l'océan, de la forêt tropicale, du désert, des lacs, des forêts tempérées, et ainsi de suite. Donc, mais si on revient au premier niveau, on est bien dans une diversité génétique qui peut expliquer la diversité spécifique des espèces et qui peut ensuite expliquer la diversité des écosystèmes par le biais des interactions qui existent. Alors, pour terminer, donc je vous ai mis toutes ces animations que vous pouvez travailler à la maison et avec une petite évaluation assez sympathique et ludique grâce à ce logiciel. Alors ici, on va travailler sur un couple et c'est vous qui allez, grâce au principe de méiose et fécondation, constituer les gamètes de chacun de ses parents. Si je prends cette dame, vous allez travailler sur 3 paires de chromosomes, bon, chromosomes sexuels, c'est une femme donc XX, et puis on va travailler sur le caractère de la couleur des yeux, et cette dame porte les allèles M marron, et l'autre pour bleu. Et quand on regarde son phénotype, elle a les yeux marrons. Donc rappelez-vous, quand un allèle est dominant, dans ce cas-là c'est marron, on le met en majuscule, et un allèle récessif, bleu, on le met en minuscule. Pour ce qui est de ses cheveux, troisième caractère, eh bien on voit qu'elle possède l'allèle N pour cheveux noirs et l'allèle R pour cheveux roux, sauf que son phénotype nous montre des cheveux noirs. Donc on en déduit que l'allèle N noir est dominant sur roux. Ok? Maintenant, vous voyez, on va vous demander d'appliquer un peu le principe de la méiose, c'est-à-dire de trouver tout ou quelques-uns au moins des gamètes que peut produire cette maman. On commence, si vous avez compris le principe, j'ai 6 chromosomes dans cette cellule. Ça signifie que lors de la méiose, je dois me retrouver avec la moitié, donc uniquement 3. Ok? Maintenant, l'erreur, ce serait de prendre, par exemple, 2X et puis celui-ci, ce serait complètement faux, puisque je vous ai dit qu'il vous faut un exemplaire de chaque paire. Donc il suffit de cliquer, par exemple, sur lui, première paire, sur la deuxième paire, au hasard, c'est le principe du brassage, et troisième paire. Voilà, premier ovule fabriqué. On peut en constituer un deuxième. On passe à celui-ci, celui-ci et celui-ci, et ainsi de suite. Alors, mathématiquement, si vous faites les probas, vous devez connaître le principe, c'est qu'on a des paires, donc 2 puissance n, n étant le nombre de paires de chromosomes. Donc comme ici j'ai 3 paires de chromosomes, donc 2 puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc je pourrais continuer comme ça, à fabriquer 8 ovules pour cette maman. Et vous voyez, chacun de ces ovules porte un génotype différent de l'autre. Donc des combinaisons d'allèles totalement différentes. Donc on voit bien que la méiose, elle est source de diversité génétique. On peut faire la même chose avec le père. Le voici. Donc lui, en termes de caractère chromosome sexuel XY. Pour ce qui est des yeux, comme son épouse, on retrouve l'allèle marron dominant sur l'allèle bleu. Pour ce qui est des cheveux, par contre, vous voyez, lui, il est roux. Donc, et on a vu tout à l'heure que l'allèle roux est récessif, donc il a bien les deux allèles RR. Et bien maintenant, comme tout à l'heure, on va réaliser la fécondation. Donc voici les 8 ovules que peut fabriquer cette femme sur la base du brassage de l'information génétique réalisé lors de la méiose. 8 spermatozoïdes de génotypes différents que peut produire ce monsieur, sur la base aussi du brassage de l'information génétique réalisée lors de la méiose. Deuxième type de brassage, maintenant, c'est la fécondation. Donc, et là, vous voyez le hasard qui va intervenir, le hasard des rencontres. Si cet ovule, je clique dessus, féconde ce spermatozoïde, et ben voilà, nous avons pour ce couple la naissance d'une fille. Pourquoi? Parce qu'en termes de chromosome X, vous voyez que le souci ne vient pas de la madame. Elle n'a que des chromosomes X dans tous ses ovules, puisqu'elle était XX à la base. Par contre, pour monsieur, le fait qu'il soit XY, et que dans un spermatozoïde, il n'y a qu'un exemplaire de chacun des chromosomes sexuels, eh bien, sur les 8
spermatozoïdes produits, 4 seront porteurs du X et 4 porteurs du Y. Donc si le hasard des rencontres fait que c'est ce spermatozoïde porteur de X qui rencontre, voilà, peu importe, n'importe quel ovule, X plus X, on le voit ici, ça fait une fille. Ensuite, pour ce qui est de la couleur des yeux, la maman a donné l'allèle grand M, on le voit à gauche. Le père a donné aussi l'allèle grand M, donc marron, marron, ça explique ses yeux, marron. Pour la couleur des cheveux, bah, il se trouve que la mère a des cheveux noirs, mais on a vu tout à l'heure qu'elle possède quand même l'allèle récessif au roux, qui ne s'exprime pas chez elle. Par contre, le père qui, lui, possède les deux allèles roux et roux, ça explique son phénotype roux, eh bien, fait que dans son spermatozoïde, il y avait bien l'allèle roux. Quand les deux R et R se retrouvent, ça produit une fille de phénotype, donc yeux marrons, donc une fille déjà, avec des yeux marrons et des cheveux roux. Ce couple, 1 an, 2, 3 ans plus tard, décide d'avoir un deuxième enfant. Et là, il ne contrôle rien, hein, puisque c'est le hasard des rencontres. Donc, au pif, je clique sur cet ovule, puis sur ce spermatozoïde. Et là, j'ai un garçon. Et là, quand ces deux enfants donc vont se retrouver en famille ou à l'école, qu'est-ce qu'on va dire? On a presque envie de dire, mais vous ressemblez pas, vous les frères et sœurs, puisqu'elle, elle était rousse et lui, il avait des cheveux noirs. Et à la rigueur, ils ont que les yeux, d'accord? Tous les deux marrons. Et ben pourquoi? C'est parce que là, le hasard des rencontres a fait que c'est un spermatozoïde porteur de Y qui est venu féconder un ovule X, et que c'était la maman qui a donné l'allèle cheveux noirs dominant sur l'allèle cheveux roux. On peut recommencer. 2, 3 ans plus tard, ils ont un troisième enfant. Et là, on va prendre ça, par exemple. Ok. Donc là, on voit quoi? Un troisième enfant, donc un autre garçon, qui aurait la même couleur de cheveux que sa grande sœur, donc roux, par contre des yeux bleus que personne n'a, regardez. Ni sa maman, ni son papa a les yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chacun des parents avait bien l'allèle bleu, mais il était dominé par l'allèle marron, donc ce qui explique qu'en termes de phénotype, on ne le voyait pas chez les parents, mais quand les deux allèles, on les voit ici, bleu et bleu, se sont retrouvés, deux allèles récessifs, eh bien il y a l'expression de cet allèle. Ok? Donc là, juste avec, pour conclure, juste en réfléchissant, vous voyez, sur 3 paires de chromosomes, alors vous imaginez, nous, on a 23 paires, et avec 3 gènes, l'un qui contrôle le sexe, le deuxième qui contrôle la couleur des yeux, le troisième qui contrôle la couleur des cheveux. Vous voyez toutes les combinaisons possibles en termes de diversité génétique au sein de la descendance. Alors imaginez si on raisonne avec les 20 000 gènes, ok, et tous les allèles qui les composent, eh ben c'est ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, plus de 7 milliards d'humains qui composent notre humanité, eh bien il n'y a pas deux humains identiques, puisque chacun présente une combinaison d'allèles, donc un génotype totalement différent d'un autre humain sur la planète, grâce à ces phénomènes donc de méiose et fécondation. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que vous avez de toute façon tous les outils à votre disposition pour continuer à travailler ça. Je vous remercie pour votre attention, bon courage, à bientôt, au revoir.